On va y aller. Daniel Habert, bonjour. Bonjour Jonathan et bonjour chers amis. Alors, le Premier ministre Netanyahou rencontre donc dans quelques heures maintenant le président Trump pour la sixième fois depuis le retour du chef d'État américain à la Maison-Blanche, depuis son élection. Plus que tout autre chef d'État dans le monde, on a l'impression que cette fois, la rencontre s'annonce décisive pour l'avenir de la région. Quelle analyse géopolitique vous faites avant cette nouvelle rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, Daniel? Alors c'est vrai qu'elle est fréquente, elles sont fréquentes ces rencontres. Je crois que c'est vrai qu'aucun État étranger n'est reçu aussi bien d'ailleurs à la Maison Blanche que Bibi. Je ne sais pas si cette rencontre est plus décisive que les précédentes, mais elle est nécessaire. Et pourquoi? C'est parce que si vous me posez la question sur le plan géopolitique, c'est que cette proximité entre ces deux hommes, qui est réelle, cache en fait un certain nombre de désaccords et d'aspects paradoxaux. J'en cite trois, les principaux. Il y a des désaccords stratégiques entre Israël et les États-Unis, je vais les rappeler. Deuxièmement, il n'est pas forcément bon pour les Américains d'apparaître comme trop près d'Israël parce qu'ils ont besoin de marge de manœuvre pour discuter avec des États du Moyen-Orient qui sont pas toujours très amicaux vis-à-vis d'Israël. Et puis ensuite, on voit que dans la négociation actuelle, il y a quatre négociations en cours au Moyen-Orient que je rappellerai aussi. Israël n'est pas du tout parti, n'est pas associé. Donc voilà des paradoxes. Alors, le premier, c'est quand même le plus important. Euh, les accords sont stratégiques et sont naturels. Israël est un petit pays qui défend avant tout sa sécurité absolue, alors que Trump, le patron de la plus grande puissance mondiale, défend des intérêts qui sont, eux, mondiaux. Et je donne trois exemples de difficultés que ça pose. La première, c'est que les Américains sont proches des Turcs et des Qataris, alors que pour Israël, ce sont des ennemis euh, parmi les pires, puisqu'ils sont les soutiens de l'islamisme mondial. Et d'ailleurs, Israël n'est pas le seul menacé par la Turquie et le Qatar, mais tout l'Occident. L'Égypte, par exemple, qui a signé avec Israël une paix qui restait très froide, voire parfois hostile, est resté un allié américain qui n'entend pas laisser l'Égypte passer dans un autre camp. Et quant à l'Iran, ce qui intéresse les Américains, c'est le programme nucléaire, mais ce qui fait peur à Israël tout de suite, c'est le programme des missiles. Donc, on voit bien que sur ces essentielles difficultés, il faut se voir de temps en temps en face à face pour pouvoir s'expliquer. Euh, autre nécessité et désaccord, c'est que Trump aime bien tordre le bras à ses alliés, hein. Il le fait avec Zelensky, il le fait avec les Européens, avec les Japonais. Il aime bien le faire aussi avec Israël. Il l'a fait, souvenez-vous-en, la veille de son intronisation le 19 janvier, avec un cessez-le-feu à Gaza qui n'était pas dans l'intérêt d'Israël, qui d'ailleurs l'a dénoncé un mois après. Mais le plan de paix de Trump, le plan de paix de 20 points signé au mois enfin, présenté au mois d'octobre dernier à Sharm el-Sheikh, Israël n'y était pas. Alors donc, et puis je rappelle donc ces quatre négociations en cours où Israël n'est pas invité, c'est sur Gaza d'abord. Il s'agit au fond de mettre en place ce qu'on appelle la phase 2. Or, le frein central, c'est on trouve personne qui est prêt à risquer une confrontation avec le Hamas et par Israël. Donc, Israël n'est pas là et laisse faire les Américains en espérant qu'on trouve quelqu'un qui se dévouera pour faire ce travail. Sur le Liban, comment faire pour que l'armée libanaise désarme le Hezbollah? Ça, c'est vraiment du domaine des Américains, sachant que l'armée libanaise n'en a ni les moyens ni même le support. Sur la Syrie, on voit bien que pour Israël, le nouveau leader n'est pas meilleur que le précédent, Assad. Shara ne contrôle ni son territoire, ni d'ailleurs tout à fait ses troupes. Et on voit que la Turquie, la Turquie pour les Kurdes, les Russes pour son port sur la Méditerranée, ont des intérêts importants à débattre et ils les débattent plutôt avec les Américains qu'avec Israël. Et donc, quant à l'Iran, elle se voit coupée de ses routes d'approvisionnement vers le Hezbollah et elle va continuer à essayer de trouver des routes de contrebande à travers la Syrie. Donc on voit un problème très compliqué. Et puis sur l'Iran, je rappelle que l'Iran tente un rideau de fumée en proposant aux Américains de négocier sur le programme nucléaire.
vieux serpent de mer qui ne débouchera jamais, alors que le problème immédiat, c'est ces missiles. L'Iran a bien compris qu'ils pouvaient causer des dommages très graves à Israël en dehors de la menace nucléaire, simplement avec des missiles et des explosifs. On l'a vu, les dômes de fer, les trois, n'arrivent pas à bloquer 100% des missiles. Donc sur ces quatre négociations, la présence d'Israël, au fond, est impossible et ça laisse le champ libre à Trump pour négocier selon plutôt les intérêts américains. Et pendant ce temps-là, ben, Israël reste hyper vigilant, on le voit, il intervient à tout moment sur le terrain. Alors, Daniel, vous nous dites qu'il y a des divergences stratégiques entre les États-Unis et Israël, mais pourtant, les deux pays ont préparé un accord de cessez-le-feu signé au mois d'octobre dernier et veulent préserver leur excellente relation qui permet à Israël de garder un avantage stratégique dans la région par rapport à ses ennemis. Oui, oui, non, mais l'accord entre Israël et les États-Unis, il est à la fois essentiel et heureusement possible parce que c'est l'intérêt des deux. Donc cette rencontre, au fond, elle a trois objectifs, selon moi, hein. Le premier, c'est l'habillage. Il faut montrer au monde que les Américains sont un soutien total d'Israël, tout en laissant des marges de manœuvre aux Américains pour mener des négociations avec des États qui sont considérés par Israël, mais aussi par beaucoup d'Occidentaux, comme dangereux. Et puis, je pense qu'une deuxième raison, c'est en poussant un petit peu Bibi dans ses retranchements, c'est l'aider, au fond, à contenir ses alliés qui sont à droite. Bon, les élections, elles sont pas pour tout de suite, donc il y a une période où de négociation qui est difficile et où les demandes de l'extrême droite israélienne ne peuvent pas être acceptées par Bibi elles sont contraires aux intérêts des Américains et donc les Américains aident en fait Bibi à maintenir sa coalition en refusant, en disant c'est pas moi qui refuse, ce sont les Américains. Et en fait, surtout dans ce dialogue d'aujourd'hui, c'est un peu une répartition des tâches que les Américains et Israéliens se font. Les Américains vont négocier, y compris avec des États qui sont pas fréquentables, en tout cas pas pour Israël. Je rappelais la Turquie et le Qatar, mais ça n'empêche pas que Israël puisse mener des opérations militaires quotidiennes, hein. Je parlais d'hypervigilance préventive. Il n'est pas question de laisser le Hamas, le Hezbollah violer le cessez-le-feu. En Syrie, Israël a pris des gages, hein, des gages territoriaux et des gages de destruction de tout ce qui pouvait menacer la sécurité d'Israël. Quant à l'Iran, ah, c'est le grand problème, hein, c'est comment surveiller comme le lait sur le feu toutes les avancées des Iraniens, notamment dans la construction, la reconstruction du stock de missiles. Et donc, les deux pays, au fond, se répartissent cette tâche-là. Il faut rappeler une chose très importante, si j'ai encore le temps, c'est que Oui. les Américains ont deux systèmes de politique étrangère, en fait, qui sont parallèles. Il y a le département d'État et il y a le ministère de la Défense. Le département d'État, Marco Rubio est un ami d'Israël et il est d'ailleurs épaulé par les copains de Trump, par son gendre et par Steve Witkoff. Mais au fond, le département d'État a des objectifs qui ressemblent beaucoup à ceux d'ailleurs du Quai d'Orsay, qui insiste beaucoup sur la solution à deux États, se méfie quand même d'Israël, etc. Alors que le ministère de la Défense, lui, il est très proche de l'armée américaine. Il faut rappeler que l'armée américaine a 6 centres de commandement mondiaux et que celui auquel est rattaché Israël, le CENTCOM, qui est à Doha, euh, est d'une proximité opérationnelle avec Israël qui rappelle ce qui se passe en Europe à l'OTAN quand ça marchait bien. Donc Israël fait partie de tout le système opérationnel américain du Moyen-Orient et donc les Américains, l'armée américaine sait tout ce qu'elle doit à Israël, à savoir des développements technologiques, la fourniture d'informations de terrain que seul Israël peut fournir,
les tests grandeur nature de tous les armements américains. C'est extraordinaire pour l'industrie militaire américaine, et d'ailleurs Israël fait la promotion mondiale des armes, des armes américaines. Le F-35, il est fameux grâce à Israël. Daniel Habert, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Bonne semaine et à la semaine prochaine.